Bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Il y a quelques mois, nous étions sur ce plateau, nous nous inquiétions de comment allaient se dérouler les élections. Nous étions avec des responsables de la CENI pour pouvoir évaluer les processus et Dieu merci, ce processus s'est déroulé. Nous avons aujourd'hui un président de la République élu. Nous avons un Parlement qui est en train de s'installer et aux dernières nouvelles, nous avons déjà un bureau définitif à l'Assemblée nationale. Nous attendons certainement la mise en place du bureau au Sénat. Nous allons donc assister dans la semaine prochaine certainement à l'investiture du gouvernement parce que la Première ministre, pour la première fois une femme, a été nommée. Nous sommes donc dans ce processus-là. Mais tout n'est pas achevé parce que ces élections avaient comme particularité et nous avions des élections au niveau de la base, donc au niveau communal, nous avions des municipales. Il nous faut donc des bourgmestres élus, il nous faut aussi des conseils des communes qu'il faut mettre en place. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir de recevoir ceux-là qui nous avaient conduits, qui nous ont guidés. Ce sont les techniciens, les responsables au niveau de la CENI. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui les directeurs juridiques de la CENI, Eddy Kisile, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'accepter de venir encore ici aujourd'hui pour nous parler un tout petit peu du processus. Et puis, monsieur Joseph Nsenda Lusamba, qui est le directeur des opérations. Bonsoir aussi. Bonsoir, monsieur Willy. Merci donc d'accepter de parler avec nous aujourd'hui de ce processus. Il faut le reconnaître, je vais vous poser à vous, à titre individuel d'abord, commencer. Sans faire de la propagande, simplement à titre individuel. Monsieur Joseph Nsenda, quand vous regardez ce processus, quel est votre sentiment personnel? Merci bien pour la question. En fait, contrairement aux éditions antérieures où nous disposions d'assez de temps, je peux dire que nous avons fait un exploit, en ce sens qu'il nous a fallu 26 mois pour arriver à organiser 4 scrutins. C'est vraiment un exploit pour tous les techniciens, y compris moi-même. Donc c'est sur le plan de l'expérience un plus. Il fallait peut-être essayer. Nous avons effectivement essayé et au bout de 26 mois, la République est dotée de ses institutions, de personnalités démocratiquement élues, au terme de beaucoup de travaux extrêmement intenses, beaucoup de sueur, beaucoup de stress, mais le résultat est là. Donc, je peux dire que... Vous avez un sentiment de satisfaction. C'est un sentiment de satisfaction et de joie pour avoir réussi ce coup-là au bout de 26 mois. Monsieur Kisile, vous aussi, le même sentiment? Oui, vous êtes un peu... oui, non, c'est le même sentiment. Hein. On était dans un contexte assez difficile, du point de vue des délais, du point de vue des contraintes financières, il faut le dire, mais également des contraintes sécuritaires dans certaines contrées du territoire national. Et donc, arriver à faire les 4 scrutins, il faut quand même noter que c'est la première fois que nous faisons 4 scrutins directs le même jour. Et donc, c'était un défi qui a été relevé. En tant que technicien, je pense qu'il y a des motifs de satisfaction. Alors, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez certaines critiques? Évidemment, les critiques ne manquent pas, mais quand vous entendez, parfois on dit, voilà, c'était un chaos, c'était les élections de M. Kadima, c'était vraiment une catastrophe, voilà, c'était tout sauf
des élections, on a même parlé des hold-up électorales. Vous avez entendu toutes ces questions-là. Ça vous fait quoi? Vous pensez que c'est des jugements totalement infondés, Monsieur Joseph? Merci. Bon, je crois qu'il faut déplorer quelque chose dans le chef de nous les Congolais. Je ne sais pas d'où ça nous vient. Au fil des temps, nous avons développé en nous un certain pessimisme. Nous disons et voyons tout au négatif. Et ça se répercute dans nos comportements, dans les actes que nous posons, dans nos raisonnements, parce qu'en fait, il y a un arrière-fond de pessimisme. Et on ne sait pas très bien, ça vient d'où. En fait, nous sommes à un stade où nous ne croyons en rien du tout. Nous avons fait des élections, c'est une œuvre humaine qui peut avoir des imperfections pour diverses raisons. Nous avons connu des problèmes en ce qui concerne les cartes d'électeurs, nous avons connu des problèmes dans le retard en termes de financement des opérations. Ça peut avoir affecté, dans une certaine mesure, les opérations que nous avons faites, mais ça ne justifie pas le pessimisme que nous voyons dans les chefs de Congolais. Pour moi, je crois que s'il y a quelque chose dans laquelle on devra plus investir, c'est promouvoir la maturité ou la maturation politique de la population congolaise. Parce qu'il y a beaucoup d'actes qu'on pose, au-delà du pessimisme, comme je viens de le dire, qui relèvent purement de l'ignorance. On ignore beaucoup de choses, on met beaucoup de choses sur le dos de la CENI, alors que la CENI travaille en fonction des cadres légaux. On ignore qu'en amont, il y a des lois qui avaient été dictées par le législateur et la CENI les met en application. Alors cette ignorance-là justifie un peu certaines prises de position que nous voyons dans le chef de certains acteurs du monde politique congolais. Mais vous gardez toujours la parole. Alors, donnez-nous un exemple. Quelque chose qui est totalement faux, mais qui semble s'établir comme étant vrai, et qui est devenu pratiquement comme la parole d'évangile. Selon vous, c'est quoi? Bon, il y a beaucoup de suspicions autour du fichier électoral. Oui. Alors que le fichier électoral, le processus de sa confection est connu de tout le monde. Vous allez dans un centre d'inscription, vous en sortez avec votre carte d'électeur. Par la suite, il y a un nettoyage qui est fait, il y a un audit qui est opéré, et à la fin, on sort les listes électorales. Donc, c'est simple comme tout. Donc, il y a sa carte d'électeur qu'on tire dans un centre d'inscription. Ensuite, il y a une centralisation au niveau du siège. On procède au nettoyage pour enlever notamment les doublons et tous les enregistrements irréguliers. Et puis le fichier est soumis à un audit. Dans le cas d'espèce, nous avons recours à une équipe d'experts indépendants parce que l'OIF, sur laquelle nous comptons, nous a dit en dernière minute qu'elle n'était pas en mesure de nous accompagner sur ce point-là. Et finalement, nous allons dans les élections avec ceux qui sont repris dans notre fichier électoral. Je ne vois pas pourquoi on peut vouloir tirer sur le fichier électoral, prétendre qu'il est, je ne sais quoi, je ne sais pas très bien quel qualificatif qu'on a collé au fichier. Donc je crois que ça relève de l'imaginaire ou de l'ignorance du Congolais. Monsieur dit qu'il y a une autre chose, parce que nous sommes au début un peu pour nettoyer la route de notre conversation. On parle du fait que la CENI avait... ce scrutin s'est tenu sur plusieurs jours et que ceci était un motif de son illégalité. J'en parle parce que, bon, j'ai suivi tout à l'heure, j'ai suivi les infos en Inde, je crois qu'ils ont fait 3 semaines pour les élections. C'est juste, je mets juste comme ça, à titre indicatif. Mais dites-nous, pourquoi un tel argument peut passer inaperçu? Pourquoi les gens pensent comme ça? Bon, moi je pense que c'est la perception que les gens ont du processus, mais également ce que véhiculent généralement les politiques d'un camp ou d'un autre. Mais la vérité, c'est que la loi a prévu effectivement que les scrutins se passent pendant 11 heures. Pendant 11 heures, mais très peu de gens se rappellent que dans ce pays, pour des raisons, je vais parler de force majeure, je vais parler des cas où les matériels, les camions qui transportaient les matériels pendant les déploiements, là je me place dans un processus passé où on a agressé les gens qui déployaient et il y a eu des camions brûlés. Je me situe à la Rouachi, à Lubumbashi. On a dû reprendre pour ces bureaux de vote-là. Pour ce processus ici,
la grande partie du territoire national, on a fait le vote le même jour. C'est vrai que, dû à certains retards dans les déploiements, notamment pour la ville de Kinshasa, on a dû commencer de manière tardive, mais on a essayé de respecter le timing prévu par la loi. De 11 heures. Oui, 11 heures. Mais également, il y a eu des contrées qui sont très localisées. Malheureusement, je n'ai pas la mémoire de les Est-ce citer que ici. la CENI a la loi autorise que l'on puisse prolonger? Ou bien c'était... La loi ne le dit pas comme ça, mais ce que la loi dit, notamment la Constitution, la CENI est tenue, en tout cas la compétence de réguler le processus électoral. Donc c'était du jugement de la CENI, Oui, la de CENI. constater que là-bas, ils peuvent répandre demain ou après-demain. Et puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. D'ailleurs, c'est lorsque la CENI a pris la décision, elle a motivé ses décisions. Le droit de vote, c'est un droit constitutionnel. On ne peut pas ôter à quelqu'un son droit de vote. Et donc, en vertu de la protection du droit de vote prévu à l'article 5 de la Constitution, la CENI a dû, pas partout, mais pour des zones localisées, permis que les scrutins puissent se tenir et permettre à ces personnes de pouvoir exercer leur droit de vote. Parce que si on ne l'avait pas fait, peut-être que ça n'aurait pas eu d'incidence pour l'élection du président de la République, mais il y a des contrées qui n'auraient pas eu de représentants au niveau des assemblées délibérantes, notamment au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des assemblées provinciales dans ces circonscriptions-là. Alors, quel est les arriérés? Quel est le stock des activités qu'il faut absolument finir pour pouvoir atteindre l'option optimale de ces scrutins? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Bon, je ne sais pas si bon, je crois que la parole m'est adressée. En fait, Oui. d'abord, il faut rappeler que la loi prévoit en RDC 11 scrutins, dont 5 scrutins directs et 6 scrutins indirects. Les scrutins directs, c'est la présidentielle, c'est les législatives nationales, c'est les députations, les élections provinciales, c'est les élections de conseillers communaux et les élections de conseillers de secteur et chefferie. Ça fait les 5 scrutins directs. Et puis après commence la série de scrutins indirects, l'élection des sénateurs, de gouverneurs et vice-gouverneurs, l'élection des conseillers urbains, l'élection de bourgmestres et leurs adjoints, les maires et leurs adjoints, ainsi que le chef des secteurs et leurs adjoints. Ce sont les 6 que prévoit la loi. Alors, pour certaines raisons, d'ordre technique notamment, nous n'avons pas pu organiser les élections locales qui nous auraient permis d'avoir des conseillers des secteurs et des conseillers des chefferies. On n'a pas pu organiser ça pour diverses raisons, notamment d'ordre technique. Nous n'avons pas pu organiser les élections communales et municipales sur l'ensemble des communes de la RDC. Nous nous sommes limités aux 113 communes de villes chefs-lieux de province. Donc, si nous pouvons parler en termes d'arriérés, c'est le fait qu'il faut pouvoir organiser les élections municipales sur l'ensemble des communes que compte le pays. Il y en aurait quelque chose comme 620. Ça relève du ministère de l'Intérieur. Donc nous n'avons organisé que 130... dans 113 communes qui sont des communes des villes chefs-lieux de province. Donc il y a autour de 500 communes qui n'ont pas été touchées. Qui n'ont pas été touchées. Il y a à peu près 500. Et qu'est-ce qui va se passer pour ces communes-là? Bon, les anciens vont continuer? J'imagine, parce qu'en fait, on n'a pas élu des animateurs. J'imagine qu'ils devront évoluer avec les anciens animateurs, quitte à ce que la CENI puisse disposer de moyens et du temps pour pouvoir organiser les élections dans ces entités-là qui est respondante. Il faut rappeler que chaque chef-lieu de territoire est commune et de ce fait devra disposer d'un bourgmestre qui sera élu par les conseillers communaux. Donc il faut devoir organiser les élections dans chaque chef-lieu de territoire. Il y a des communes qui sont des communes isolées, qui ne sont pas rattachées forcément à des villes. Et il y a des communes, d'autres villes qui ne sont pas chefs-lieux de province, Likasi, Kikwit, etc., qui n'ont pas des conseillers communaux parce que n'ayant pas été ou n'étant pas des chefs-lieux de province. Donc là, c'est quelque chose qui reste à réaliser.
Maintenant, nous sommes dans le processus des scrutins indirects. Nous avons tenu les élections des sénateurs en indirect, les gouverneurs en indirect. Nous allons vers les élections des conseillers urbains. Et les conseillers urbains qui sont les électeurs? Ce sont les conseillers communaux qui constituent les électeurs des conseillers urbains. Les conseillers urbains vont devoir élire au 3e degré les maires et les maires adjoints des villes, à l'exception de Kinshasa. Mais les villes comme Lubumbashi devront avoir leurs maires, Mujima, Kananga, etc. Et ces maires seront élus par les conseillers urbains qui, à leur tour, seront élus par les conseillers communaux. Donc, on est encore loin, là. Bon. Donc, le mandat va se terminer, on n'aura pas tout fini. Hein. Non, en fait, à moins que, on en décide autrement, mais en fait, ce sont des élections qui sont en vue, notamment les conseillers urbains, les bourgmestres, ça, c'est un peu en vue. Donc, voilà, à la fois, ce que nous pouvons considérer comme nos arriérés, et puis ce qu'il nous reste à faire dans la série de scrutins indirects. Alors, de tous les 11 scrutins, évidemment, tout n'est pas encore fini. On a quand même constaté qu'il y a un volume important du contentieux. Si vous pouvez nous faire un peu les résumés du contentieux électoral, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les gens ont réclamé de plus? Bon, il faut noter que nous avons eu un contentieux qui était d'ailleurs, qui est passé en direct, c'est le contentieux de l'élection du président de la République, mais au niveau de la Cour constitutionnelle. Devant cette même Cour, nous avons eu le contentieux relevant, en fait là nous parlons des contentieux des résultats, relevant issus des résultats de l'élection des députés nationaux à la Cour constitutionnelle. Il y a eu un contentieux issu de l'élection des députés provinciaux. Ici, ça se passe au niveau des cours d'appel qui faisaient office des cours administratifs d'appel, mais également, puisque nous avons eu l'élection des conseillers communaux, nous avons eu une élection, un contentieux au niveau des tribunaux de grande instance qui faisaient office des tribunaux administratifs. Maintenant, il faut noter que ce contentieux se passe à 2 niveaux, sauf le cas de tout ce qui se passe au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est un seul degré des juridictions. Mais tous les autres, prenez les contentieux des conseillers communaux, ceux qui n'étaient pas satisfaits par les décisions rendues au 1er degré, devaient se projeter au niveau des cours administratives d'appel. Je rappelle que ce sont les cours d'appel qui faisaient office d'eux. Et au niveau des cours d'appel, ceux qui n'étaient pas satisfaits ont interjeté appel au niveau du Conseil d'État, qui est la juridiction la plus élevée en ce qui concerne les juridictions de l'ordre administratif. Donc, comme ça, l'importance de ce contentieux, selon les statistiques, nous allons jusqu'à plus de 2000 requêtes introduites devant toutes les juridictions confondues. Et la CENI doit aller siéger, oui. doit aller se défendre. Oui, la CENI, cela date des arrêts rendus par la Cour suprême de justice à l'époque qui faisait office de Cour constitutionnelle. La CENI n'est pas partie au procès. La CENI, quand elle intervient dans un contentieux, elle intervient comme en qualité d'expert. Comme renseignant. Oui, renseignant, mais le thème comment est-ce qu'on l'épargne alors que c'est la CENI qui a posé l'acte? Non, la CENI ne peut pas être l'arbitre. Elle ne peut pas prendre parti. Elle vient juste pour éclairer la religion du juge. La CENI vient expliquer, parce que la matière électorale elle est très technique. Parce que c'est quand même 2 personnes qui se battent pour un siège. Oui, okay. Et donc la CENI intervient et dit, voici comment ça s'est passé. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire, la perception que le commun de mortels, et malheureusement ça va jusque même à des personnes érudites, est souvent biaisée par la compréhension ou la maîtrise des règles de jeu. Les règles de jeu, c'est lesquelles? C'est pour toutes les assemblées délibérantes, le scrutin, c'est un scrutin, ou en tout cas le mode, c'est une élection qui se passe, un scrutin des listes.
proportionnelle. La loi dit à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste. Donc, le ressenti de toutes les personnes, quand on parle d'élection, on s'attend à un système majoritaire. C'est lui qui a plus de voix, il passe. Mais nous sommes dans un système où la proportionnelle des listes. On est élu, non pas avec sa propre voix, mais on est élu également avec les voix ou les suffrages de ses colistiers. Et donc, pour répondre à votre question, ce qui vient souvent, c'est de dire, non, moi j'avais plus de voix. Oui, moi j'ai plus de voix, j'ai gagné, mais on a volé mes voix. C'est pratiquement ce qui revient partout. En réalité, ces personnes sont sincères, ils croient avoir gagné, mais dans le système de la proportionnelle, ce n'est pas la majorité qui passe, mais c'est le système des listes proportionnelles. Et d'ailleurs... Pourquoi avoir fait un système aussi savant et compliqué que personne ne comprend après 4 cycles? Mais ce système... Oui, ce n'est qu'au 4e cycle que nous avons eu l'impression que les gens ont commencé à comprendre le système. Oui. Parce que ce système, il n'est pas mauvais, mais c'est le choix. C'est un choix politique, un choix, un système que l'on prend généralement pour les pays post-conflit, qui permet de favoriser toutes les tendances, pas seulement la dictature des grands partis politiques, mais même les plus petits. Oui, voilà. Vous gardez la parole, une question de curiosité rapide. J'ai suivi par exemple l'élection du gouverneur du Congo central. Oui. L'élection au Conseil d'État, on a annulé cette élection. Et puis à la Cour constitutionnelle, on a confirmé. Qu'est-ce qui se passe? L'autre a servi de... La Cour constitutionnelle sert de cour d'appel? Non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu deux... Il y a une subtilité parce qu'en réalité, le premier degré des juridictions, c'est la Cour d'appel. Pour le gouverneur? Pour le gouverneur, c'est la Cour d'appel. Donc la Cour d'appel du Congo central, qui faisait office de cour administrative d'appel, a tranché un litige en faveur de la personne, ou en tout cas du candidat qui était proclamé élu provisoirement par la CENI. Il y a en tout cas une des deux parties, parce qu'il y en avait plusieurs, mais la partie qui venait en ordre utile, a fait appel au niveau du Conseil d'État. Et le Conseil d'État, pour des raisons, là je parle du Conseil d'État, qui a estimé qu'il fallait annuler, notamment parce qu'il y a eu... Est-ce que le Conseil d'État en avait le pouvoir? Oui. La loi électorale dispose que lorsqu'il y a eu des irrégularités et que ces irrégularités ont une influence déterminante sur l'ordre d'arrivée des candidats, on peut annuler un scrutin en tout ou en partie. Et on a annulé ces scrutins. Seulement ici, la Cour constitutionnelle ne fait pas partie des juridictions qui entrent en ligne de compte en ce qui concerne l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Mais la subtilité ici, c'est qu'il y a une des parties qui a saisi la Cour constitutionnelle, qui a fait une requête en inconstitutionnalité. De la décision? De la décision rendue par le Conseil d'État. Par le Conseil d'État. Et la Cour constitutionnelle, qui est gardienne de la Constitution, a estimé, depuis un bon bout de temps, elle s'est fondée, elle a fait une construction jurisprudentielle, estimé qu'on ne pouvait pas laisser passer, et donc s'est référé à son pouvoir régulateur pour... Je vous sens hésitant, monsieur. Oui, parce que je vous sens hésitant. C'est une matière qui n'est pas électorale. La Cour constitutionnelle est intervenue dans une matière constitutionnelle, mais qui a une incidence électorale. Ouf, c'est quand même un cas à étudier. Je crois que les juristes devraient nous apporter d'autres éléments parce que ça devient de plus en plus difficile de comprendre ce qui se passe dans notre pays à partir du moment où tous les savants du monde ne s'accordent pas sur les minimums.
Alors, monsieur Joseph Senda, vous êtes pasteur. Il faudrait quand même de temps en temps, en plus de la vulgarisation de la loi électorale, faire aussi quand même quelques délivrances. Hein. Nous avons quand même des grands problèmes, hein, vous l'avez dit au début. Oui, effectivement. Alors, évidemment, il y a d'autres élections qui n'ont pas eu lieu. Moi, j'ai appris aussi que dans certaines parties du pays où il n'y a pas eu élection, on a demandé aux élus de la législature passée de continuer à siéger. À siéger. Par contre, là où on a annulé, on va encore reprendre. Donc, par exemple, quelle est la situation de Rutshuru, par exemple? Il n'y a pas d'élection là-bas. Bon, en fait, sur Rutshuru comme à Sissi, Oui. eux, ils sont sous la catégorie des zones en insécurité. Ok. Tandis qu'ailleurs, il y a des dimensions purement juridiques, et je crois que le directeur juridique peut bien expliquer. Mais sur le plan des opérations, il n'y a pas eu élection à Masimanimba, il n'y a pas eu élection à Yakoma, Oui. il n'y a pas eu élection à Rutshuru et à Masisi. Bon, Rutshuru, Masisi comme Kwamut, ça, c'est lié à des raisons De sécurité. Ouais. Donc, tant qu'il y aura insécurité à Kwamut, à Masisi et à Rutshuru, On n'aura pas de il est élections. difficile que la CENI organise des élections dans ces territoires-là. Tandis que Yakoma et Massi, ça C'était des relève annulations. d'un acte d'annulation des élections par le pouvoir organisateur qui est la CENI. Alors, la CENI n'a pas dit qu'en annulant, je n'organiserai plus jamais. Ah, d'accord. Elle a annulé. Alors, pourquoi autoriser que les élus de la législature passée siègent dans cette nouvelle législature pour Masisi et Rutshuru, mais Massimani Bayakoma, vous n'autorisez pas, monsieur le directeur juridique? Oui, en fait, cela relève d'un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Il y a eu un groupe de députés des législatures passées qui ont introduit une requête motivée et la Cour constitutionnelle a estimé qu'on ne pouvait pas laisser un vide. Ces sièges ne pouvaient pas rester vides et a autorisé que, s'agissant de Masisi Et de Rutshuru? et Kwamut, que ces députés concernés puissent pouvoir continuer à siéger jusqu'à ce que la CENI va organiser de nouvelles élections. Bon, maintenant, tous les autres qui n'ont pas introduit une requête, la Cour ne pouvait pas statuer ultra petite, elle ne pouvait pas aller au-delà de la requête introduite. Voilà. Ah non, quand même. Ouais. Alors imaginez, donc la CENI va organiser un jour les élections au Masisi, par exemple. Oui. Ça pourra se passer cette année ou dans 2 ans, on ne sait pas à quand, mais ça pourrait être aussi la veille de la fin de ce mandat. Alors vous allez organiser ces élections, il y aura des élus, et ils ont droit à 5 ans, mais eux, ils vont seulement faire 1 année. Bon, nous souhaitons que les choses reviennent à la normale le plus vite possible. Parce que c'est 5 ans, hein, le mandat d'un député. Oui. Nous souhaitons que les choses reviennent à la normale parce qu'en fait, nous sommes dans une situation d'insécurité marquée. On ne peut pas mettre en péril la vie de gens. Mais nous pensons qu'à un moment donné, il sera peut-être question d'une décision à caractère politique. Il sera peut-être porté à aller vers le politique qui va nous trouver une voie de sortie. Il n'est pas de la compétence de la CENI d'instaurer ou de faire revenir la sécurité ou la paix à travers les différents espaces qui composent la République. Il y a le gouvernement qui doit le faire. Si le gouvernement ne nous dit pas d'aller à Kwamut, on ne peut pas prendre ces risques de déplacer des gens, de déplacer du matériel, de peur de se faire massacrer. Il en est de même de Masisi, il en est de même de Rutshuru. Nous attendons que le gouvernement nous dise, au côté Masisi, la sécurité est revenue à 100%, allez-y, nous allons. Mais il faut aussi avouer que à un moment donné, ça pourra paraître un peu inutile d'y aller. Si jamais on dépasse une certaine durée, un certain temps, à ce moment-là, je pense que la CENI va se tourner vers le politique pour que le politique dise ce qu'il faudra faire. J'imagine. Mais le siège de Massimani est vide, hein, et Yakoma, c'est vide. Oui, c'est vide. Ok. Alors, une autre question qui a été posée à la CENI à l'époque, c'était est-ce que la CENI avait le pouvoir d'invalidation, d'invalider un certain nombre de candidats? Oui, je vais quand même donner une précision. De coutume, depuis un temps,
on parle des invalidés. La CENI n'a jamais invalidé un seul candidat. Lorsque vous lisez la décision rendue par la CENI a annulé les suffrages de certains candidats. C'est ça la nuance, parce que ici, la CENI s'était référée à l'article 29 de sa loi organique, ainsi qu'à l'article 211 de la Constitution, toujours le pouvoir régulateur, pour dire il y a eu des irrégularités, et sur base des irrégularités, je crois que tout le monde a vu. Tout le monde a vu des personnes, en tout cas on a vu des vidéos, des personnes avec des dispositifs électroniques de vote. On a vu beaucoup de choses qui ont choqué les bonnes consciences. Et sur base des informations que la CENI a eues, de toutes ces irrégularités, je souligne le fait que nous parlons d'irrégularité, et sur base des irrégularités, l'Assemblée plénière de la CENI a décidé d'annuler les suffrages de certains candidats. C'est ce qui a été fait. En réalité, ces candidats sont restés candidats, mais ils avaient zéro, simplement parce que on a estimé qu'il y avait des irrégularités. Est-ce que la CENI avait le pouvoir? Je vais vous étonner. Un président de bureau de vote, lorsque l'on procède au décompte, au dépouillement des résultats, il a le pouvoir, sur base de la loi, d'annuler certains bulletins litigieux. Un président de vote. À plus forte raison, l'Assemblée plénière de la CENI, qui a été mise au devant des irrégularités flagrantes qui ne sont pas forcément des infractions. Parce que la CENI n'a pas le pouvoir de dire ça c'est une infraction. Il y a toute une procédure. Mais il s'agit des irrégularités, et sur base de ces irrégularités, sur base des informations, des rapports que détenait l'Assemblée plénière de la CENI, on a annulé les suffrages de certains candidats. La CENI, dans les décisions qu'elle a prises, qu'elle a motivées, a estimé qu'elle avait non seulement le droit, mais le devoir de le faire. Et l'opinion, en tout cas, lorsque les décisions ont été prises, il y a une certaine opinion qui a même manifesté le désir de voir la CENI continuer sur cette lancée. Mais ça s'est fait sans usage du contradictoire. Vous avez simplement décidé, sans écouter ces candidats. Pas un seul instant, pas un moment. Non. C'était une décision comme ça, arbitraire. La loi organique, dans l'article de la CENI, portant organisation et fonctionnement de la CENI, dans son article 29 que je venais d'évoquer ici, dit que lorsque la CENI prend la décision, il appartient à cette personne d'aller ou de saisir les instances judiciaires. C'est ce qui a été fait. Et ces personnes ont été déboutées. Oui, ils sont allés, en tout cas, à la Cour constitutionnelle et ils n'ont pas obtenu gain de cause. Vous avez donc vécu un moment important, parce que c'est un moment qui structure un peu la vie politique de notre pays. Alors, selon vous, monsieur le directeur juridique, aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent en disant, c'est à titre de scientifique, hein, donc se disant que pourquoi ne pas carrément reprendre le pouvoir organisateur des élections et les rattacher au ministère de l'Intérieur, parce que la CENI, non seulement ça coûte très cher, ensuite il y a toujours des contentieux. Qu'est-ce que vous direz si on vous pose cette question? Bon, s'agissant du coût, ce sont les mêmes opérations. Quel que soit l'organe qui ferait les opérations, je parle sous le contrôle du directeur des opérations, il faudra déployer dans un pays qui n'a pas d'infrastructure. Il faudra imprimer des bulletins dans un pays qui n'a pas de grands imprimeurs. Il faudra, toutes les opérations, on les ferait et ça aurait plus ou moins le même coût. Maintenant, les contentieux relèvent, je pense, non seulement d'une philosophie, mais également de la mentalité d'un peuple. L'acceptation des résultats. Lorsque vous estimez que vous avez été battu,
vous félicitez, vous dites non, en tout cas, félicitations à la prochaine. Ça, on ne connaît pas. J'ai vécu une élection au Sud Kivu, élection de gouverneur et vice-gouverneur. C'était une élection avec plein de suspicions, la tension était grande et ça passait en direct. À l'époque, c'était l'ancien gouverneur Chishambo, il est passé, son challenger l'a appelé pour le féliciter, parce que c'était tellement transparent. Mais c'est rare. Donc, les contentieux, il y en aura toujours en grand nombre tant qu'on n'aura pas cette mentalité d'acceptation des résultats. Alors, au niveau des opérations, parce que l'idée c'est que, la même question, c'est que l'État a quand même des structures, le ministère de l'Intérieur, vous avez des commissariats, vous avez des communes, vous avez des endroits qui font fonctionner l'État. Par contre, la CENI, chaque fois, elle doit improviser des systèmes, chercher des écoles, parfois engager des personnes qui disparaissent avec des machines à voter, tout ça. C'est un peu tout ce côté un peu fragile dans l'organisation qui fait que les autres demandent qu'on rentre carrément au ministère de l'Intérieur. Non, ce sont des illusions. Il faut toujours qu'on reste dans la CENI. Ils se font des illusions. Le pays a ses contraintes, le pays a ses caractéristiques, le pays a ses obligations. C'est un pays vaste, sans infrastructure. On n'a pas assez de maisons communales pour recevoir et les centres d'inscription et les bureaux. Donc on est obligé d'aller vers les écoles. Nous avons eu besoin de près de 75 000 bureaux de vote pour les scrutins passés. Je ne sais pas si nous avons 75 000 lieux du gouvernement ou de l'État où on peut recevoir les gens au scrutin. Je ne vois pas où ça viendrait. Nous avons des endroits inaccessibles pour diverses raisons. Il faut traverser des cours d'eau. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas le personnel du ministère de l'Intérieur qui fera qu'il n'y ait pas une forêt à traverser, qu'il n'y ait pas tous ces problèmes que nous avons sur le plan du déploiement. Et enfin, je ne pense pas qu'il y aurait des Congolais extraterrestres qui viendraient de quelque part, qui auraient un comportement différent de tout ce que nous utilisons. Ceux-là que nous utilisons, la CENI ne les importe pas. Ce sont les enfants du coin, ce sont les enseignants, ce sont. Et ils ne sont pas différents du personnel administratif que nous retrouvons dans le démembrement, au niveau du secteur de la chefferie, au niveau de je ne sais pas quoi. C'est le même personnel, avec la même mentalité. Et les acteurs politiques sont les mêmes. Comme le directeur l'a dit, on est loin d'avoir la culture d'accepter le résultat tel qu'il se présente. Donc je ne pense pas que le fait de lier ça au ministère de l'Intérieur changerait quelque chose. Les substitutions seront toujours les mêmes. On dira que le ministère de l'Intérieur dépend d'un pouvoir, donc ce pouvoir-là va forcément gagner. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment une solution de vouloir passer d'une commission indépendante comme nous en avons vers le ministère de l'Intérieur. Je ne pense pas que ce soit forcément une garantie pour les scrutins apaisés et acceptés par tout le monde. En tout cas, nous arrivons à la fin de cet échange. C'est allé trop vite. Et je vais simplement vous poser une dernière question. C'est vrai que notre objectif, c'était de faire le point sur le processus et nous nous sommes rendus compte que les choses ont été faites. Nous avons beaucoup avancé en tant que pays, en tant que démocratie. Mais en même temps, nous avons toujours ces déficits au niveau de la base parce que quand même 500 communes non encore pourvues en animateurs élus, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire. Alors, si vous était demandé de vous adresser un peu à notre opinion, à notre public, pour obtenir de lui non seulement une compréhension de ce que la CENI fait, mais un soutien, qu'est-ce que vous direz à notre public? Qu'est-ce que vous direz? En fonction du fait que beaucoup de gens n'ont peut-être pas très bien compris aussi les processus. Bon, pour comprendre le processus, au-delà de ce que la CENI fait comme sensibilisation et comme vulgarisation des textes, malheureusement, c'est un seul mot, il faut lire. Mais en réalité, je devrais beaucoup plus m'adresser, non pas à la population, mais aux dirigeants, aux politiques, aux partis et regroupements politiques. Il ne faudrait pas laisser la charge de l'éducation civique aux seules organisations de la société civile, parce que généralement, ce sont
les organisations de la société civile qui font ce boulot. Il faudrait réellement que les partis politiques puissent être mieux structurés, mieux s'organiser et s'inscrire dans la durée. Lorsque la CENI organise des cadres de concertation, généralement, les leaders ne viennent pas. Ils envoient des personnes qui, des fois, n'ont pas l'autorité voulue pour pouvoir répercuter le message. Et donc, le plus grand message s'adresserait aux leaders politiques pour qu'ils puissent davantage s'impliquer dans la sensibilisation, l'éducation civique et même la vulgarisation des textes. Vous allez compléter, mais je vous ajoute une petite question. Oui. L'opinion est quand même assez surprise de voir que le pays, quelqu'un peut être élu, lui-même il est sénateur, il est député national, député provincial, voire même gouverneur. Et tout ça, la CENI a autorisé. Maintenant, en prenant cela, vous pouvez répondre à la question pour terminer. Bon, je crois que le directeur était prêt, il va certainement revenir sur ça. En fait, moi je voulais dire que l'opinion doit savoir qu'au départ, il y a un cadre légal qui relève de la compétence du législateur et que la CENI organise les élections en fonction d'un cadre légal donné. Il y a la Constitution, en article 211, il y a la loi portant identification, il y a la loi électorale, il y a la loi organique et d'autres textes. C'est sur base de ces cadres légaux que la CENI organise les élections. Et je rejoins ce que le directeur disait, il revient à certains partenaires, notamment la société civile, de porter ces éléments à la connaissance de l'opinion. Que l'opinion comprenne que s'il y a des problèmes à tel endroit, ce n'est pas la CENI d'elle-même qui dirait que l'on peut à la fois être sénateur, gouverneur, etc. C'est parce qu'en fait, le cadre légal permet que ces gens-là aillent dans ce sens-là. Donc, s'il y a des corrections à faire, il faut s'adresser au législateur pour que le législateur essaie d'améliorer des choses. Mais je sais que ça ne sera pas facile parce qu'en fait, ce sont les mêmes qui décident. Ils sont jugés partis. Donc, je me souviens bien, dernièrement, nous étions au Parlement, je ne sais pas à quelle occasion, il était question qu'on discute autour du fait qu'est-ce qu'on peut recourir aux membres de famille ou pas. J'ai vu le fauve s'élever pour dire non, mais pourquoi est-ce que vous priverez à ces gens-là le droit? C'est pas parce qu'il est mon jeune frère qu'il ne peut pas faire ça. Donc, eh bien, la décision ne pouvait pas passer. Donc, il faut que ces informations soient portées à la connaissance Au-delà de ça, nous avons besoin de la politisation. Nous devons avoir des mœurs pures. Parce que ce sont ceux-là qui voudraient être appelés honorables qui sont les premiers corrupteurs. Ce sont ceux-là qui vont vers les gens, qui tentent de corrompre. Mais écoutez, ils veulent qu'on les appelle honorables, mais sur base de quoi? Il faut mériter l'honorabilité. Et ça doit se voir dans le comportement que nous affichons lorsque des séances pareilles sont organisées. Nous sommes dans une société des super malhonnêtes. Des super malhonnêtes. Nous avons été dans une imprimerie qui nous a fait des cartes d'accréditation. Après ça, les opérateurs sont allés dans la même imprimerie. On a commencé à leur produire les cartes d'accréditation. C'est ça le pays. Merci beaucoup. Monsieur le directeur des opérations de la CENI, Monsieur Joseph Senda, merci beaucoup. J'ai vu que vous avez utilisé votre dimension de pasteur. C'est très bien, il faut moraliser. Merci beaucoup aussi à Eddy Kissi, le directeur juridique de la CENI, d'avoir été avec nous. Amis les spectateurs, c'est la fin de Chemin Critique. Il nous était question qu'on fasse le point sur le processus électoral. Nous avons compris, notre pays souffre de maladies majeures. Les gains faciles et malhonnêtes et ne peut pas développer une nation. C'est par le travail, par la simplicité et par le respect des valeurs qu'un pays peut se construire. Merci et à la prochaine. Merci.